Laure, vous m'entendez? Oui, ouais, je vous entends très bien, vous m'entendez? On vous Ouais. entend très bien. Ok, bonjour Luc, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis heureuse ce matin d'être là pour la première édition de Parole d'avenir. Il s'agit en fait d'un format qu'on a souhaité créer qui a pour objectif en fait de rassembler des gens autour d'échanges et de débats sur la thématique de numérique et territoire. Notre idée, c'est de donner la parole aux acteurs, qu'ils soient élus, associations, représentants académiques, enfin tous les acteurs institutionnels des territoires qui peuvent apporter à ce débat. On aimerait en faire un rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, c'est la première édition et à partir de la rentrée, on aimerait que et chaque fois organisé en lien avec une association qui apporte son expérience et la légitimité d'associations d'élus à ces débats. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Laure, sur ce nom, Paroles à venir? Pourquoi? Alors, Parole d'avenir, bon d'abord parce que ça fait référence à Parole d'élu, hein, qui est le média de référence sur numérique et territoire. Et puis parce que on a voulu rebondir sur ce que nous avons tous vécu dans les mois qui viennent de se passer, où on a eu un contexte tout à fait particulier, où le numérique a pris une place très spéciale dans nos vies quotidiennes, aussi bien nos vies professionnelles que nos vies personnelles. Et donc, sont émergés un certain nombre de thématiques, d'usages qui sont une forme d'accélération du monde qu'on commençait déjà à envisager. Bon, en particulier aujourd'hui, on va être autour de la thématique de l'éducation, mais il y a beaucoup de ces usages qui vont demander de grandes transformations au sein des territoires. Et donc, avec Parole d'avenir, on voulait accompagner cette transformation et cette vision pour les années à venir. Merci, Laure. Alors, cette première édition, elle est co-organisée avec l'association Ville et banlieue. Son président, Marc Vuillemot, nous fera l'honneur d'ouvrir les débats de ce premier Paroles à venir dans quelques instants. Et en ce début du mois de juillet 2020, pour échanger ces premières paroles à venir, nous vous proposons un thème qui est au cœur de l'actualité estivale, puisque les vacances apprenantes démarrent cette semaine pour des milliers de jeunes en France. Ce thème, c'est le numérique au service de la continuité pédagogique, avec un focus particulier sur le dispositif des cités éducatives. Et nous échangerons donc, et vous pourrez échanger également via le chat QNR, avec les intervenants sur les initiatives et les progrès rendus possibles par le numérique en matière d'éducation. Et nous le ferons en mettant notamment en lumière des actions concrètes qui ont pu être menées durant la période pour le moins particulière que nous venons de connaître. Et nous verrons donc plus particulièrement comment, sur le terrain des quartiers prioritaires de la ville, le numérique et ses outils peuvent apporter de réelles solutions et comment des collectivités s'engagent dans des démarches innovantes. Alors pour échanger autour de cette thématique, nous accueillons donc aujourd'hui, outre Marc Vuillemot pour Ville et banlieue, Cyril Luneau, directeur des relations collectivités locales Orange Group. Nous accueillons également Claire de Rességuier, qui est chargée de projet à la coordination nationale du programme interministériel des cités éducatives à la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous aurons ensuite les témoignages de Jean Touzeau, maire de Lormont en Nouvelle-Aquitaine, et de Thierry Falconet, maire de Chenôve en Bourgogne, qui sont deux des 80 communes labellisées cités éducatives. Et enfin, Guillaume Villemot, président de l'Agence des quartiers, pour des échanges autour de la nouvelle plateforme de contenu multidisciplinaire des blocs. Paroles à venir, première session, c'est donc parti jusqu'à environ 12h30. Vous pouvez poser donc vos questions ou faire part de vos réflexions tout au long du programme via le chat Paroles à venir qui s'affiche sur votre écran. C'est plus un Q&A qu'un chat, mais c'est le même principe. Et nous ferons donc tout au long du programme un point régulier avec Véronique Toulec et peut-être Vincent Goethals aussi sur le fil de ce chat pour alimenter les débats. Donc n'hésitez pas à interagir. Donc nous démarrons la première séquence.
état des lieux. Je me tourne donc à présent vers Marc Vuillemot, président de Ville et Banlieue. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être, Marc Vuillemot, pouvez-vous nous présenter l'association Ville et Banlieue? Quels sont ses objectifs, ses missions? Oui, bonjour à tous. C'est une association qui est trentenaire aujourd'hui, qui au départ était une association de communes, de collectivités locales, et qui s'est élargie aujourd'hui au regard du transfert d'un certain nombre de compétences vers les intercommunalités, qui s'est élargie aux communautés, quelle que soit leur forme, d'agglomération, métropole, etc. Euh, L'idée au départ est toute simple, et quand je dis au départ, c'est une réalité d'aujourd'hui encore, c'est de créer les conditions pour que des élus, voire des cadres territoriaux, puissent échanger autour des enjeux de la politique de la ville, de l'accompagnement social des habitants des quartiers populaires, de la rénovation urbaine pour les communes et les territoires qui ont des grands ensembles d'habitat social ou des centres anciens dégradés, de sorte que, avec du partage d'expériences, les uns et les autres puissent trouver des pistes pour pouvoir répondre aux besoins particuliers de nos territoires vulnérables, ceux où habitent un peu moins de 6 millions d'habitants, ce qui est quand même significatif dans un pays qui en compte environ 65. Au-delà de cette possibilité que les uns et les autres se sont offerts en prenant part à la vie de cette association, d'améliorer leur performance, pourrait-on dire, en tant qu'élus ou cadres territoriaux, très rapidement, l'association est apparue comme un instrument permettant de sensibiliser les pouvoirs publics, et en particulier les gouvernements, aux différents enjeux et aux différentes solutions que nous pensons devoir contribuer à faire émerger, apporter donc dans le cadre d'un dialogue autant que possible des analyses, apporter des propositions, apporter des critiques également. Voilà. Enfin, on pourrait rajouter un troisième objectif pour l'association des maires et présidents d'intercommunalités Ville et Banlieue de France. Un troisième objectif qui est simplement de nous remonter mutuellement le moral parce que le fait que nous soyons confrontés à des difficultés spécifiques, je ne dis pas que les autres territoires n'en rencontrent pas, hein, chacun a les siens, il est utile que nous puissions souvent mesurer que ce qui se passe chez l'un ou l'autre, ben, ça peut se trouver ailleurs également, et que tel autre a pu tenter telle solution pour réguler les dysfonctionnements que nous connaissons dans nos territoires fragiles. Voilà le sens de Ville et Banlieue depuis une trentaine d'années. Alors, on le disait, notre programme et ses paroles à venir après un contexte bien particulier, celui du confinement. Est-ce que, Marc Villemot, on dispose d'un premier bilan sur les 2 mois sans école de la période que nous avons connue de mars à mai dans les quartiers prioritaires, mais aussi dans la reprise qui a eu lieu du 22 juin jusqu'à la fin de la semaine dernière? Bon, très généralement, les échanges que nous avons pu avoir entre nous et les retours lorsque on a pu en avoir de la part de l'éducation nationale ont mis en évidence que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes ont été ceux qui ont le plus décroché de l'école comparativement à l'ensemble des jeunes scolarisés. C'est une vraie réalité. C'est vrai à tous les niveaux de la scolarité. C'est vrai c'est vrai, quelle que soit la typologie des quartiers vulnérables, hein, que ce soit des grands ou des petits sites d'habitat social, que ce soit des cœurs historiques de communes dégradées, cette réalité est manifestement prégnante. Alors, il y a quelques exceptions, bien entendu, mais on s'est questionné évidemment sur comment dire, l'élargissement de la fracture en termes d'égalité des chances que ça a pu représenter la réalité de cette crise sanitaire. Beaucoup plus, beaucoup plus difficile de convaincre les enfants, les ados, les jeunes, leurs familles de l'importance qu'il y avait
de tirer le maximum de profit de la fonction émancipatrice de l'école, d'autant que, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, on a pu mesurer la fracture numérique, les difficultés de possession ou d'avoir accès à des outils qui ont été utilisés par les enseignants, et même quand on en disposait, difficultés à en comprendre les usages, à en comprendre les consignes, des allers-retours extrêmement compliqués que les enseignants ont pu nous retourner sur l'exercice de cet enseignement à distance. Alors, on y reviendra, mais peut-être d'abord une question sur les perspectives pour l'été 2020 qui s'ouvre. Est-ce qu'on doit s'attendre pour les collectivités d'avoir un nombre d'enfants et de jeunes plus important que par le passé à prendre en charge cette année qui est une année un peu extraordinaire? Et quelle appréciation vous portez sur le dispositif vacances apprenantes qui est en cours, qui démarre? Oui, je pense qu'il est souhaitable dans tous les cas que après 3 mois sans école, alors bien entendu, il y a la fonction instructrice de l'école qui a posé problème dans cette période-là, mais au-delà de celle-là, il y a cette fonction éducative par l'entraînement au respect de règles, de rituels, de faire ensemble, de respecter des consignes, enfin tout un tas de compétences que l'école contribue à acquérir. Il est donc plus que jamais, nous semble-t-il, nécessaire, et pas seulement dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire en septembre, il est donc tout à fait nécessaire que les jeunes puissent bénéficier de temps éducatif au sens large, socio-éducatif, s'appuyant sur du loisir, s'appuyant sur de l'activité sportive, de l'activité culturelle, de l'activité de découverte de l'environnement, mais autant de situations qui contribuent à ce qu'ils puissent s'exercer oui, au respect de règles, de consignes, au faire ensemble, au vivre ensemble. Donc oui, il était absolument indispensable que le gouvernement prenne la mesure de cette nécessité, et il l'a fait, puisque globalement, de mémoire, il a investi quelque chose comme 86 millions d'euros pour aider les collectivités, pour aider le monde associatif à créer les conditions de la participation du maximum d'enfants, d'ados, de jeunes à des activités collectives, des activités sur place, à proximité, ou des activités en séjour, de type centre de vacances. Et l'éducation nationale, pour ce qui la concerne, a été invitée à s'impliquer, je dirais, plus que d'habitude, puisqu'il y a déjà des dispositifs qui s'appellent École ouverte, qui fonctionnent à partir des collèges et du lycée, s'impliquer plus que d'habitude dans la prise en compte des jeunes dans la période estivale. Alors, tout dépend ensuite en termes de possibilités d'apporter des réponses du volontariat des établissements, des chefs d'établissement d'une part, avec leur mission d'incitation auprès de leur personnel, mais également, évidemment, de la volonté des enseignants, fussent-ils indemnisés, rémunérés pour conduire des activités pendant le temps de vacances. Beaucoup d'entre eux ont vécu avec beaucoup de fatigue la période pendant laquelle pas l'école habituelle, il y avait du téléenseignement, hein, voilà. La reprise depuis quelques semaines maintenant, et on a des résultats en termes de mobilisation qui sont très disparates d'un endroit à l'autre. Je dirais que peu importe, ce qui paraît utile dans la démarche, c'est que l'ensemble des acteurs de l'enfance, que ce soit les animateurs socio-éducatifs, les éducateurs de prévention, les animateurs sportifs, les acteurs culturels et les personnels de l'éducation nationale, les enseignants et les autres, les personnels du monde enseignant, puissent essayer de tresser territoire par territoire un maillage d'offres d'activités de telle sorte que cette prise en compte soit la plus importante possible.
Alors, si vous me permettez, comment justement, dans ce cadre-là, par ces différents acteurs, le numérique peut-il contribuer, parce que c'est notre sujet du jour, à la réussite de ces vacances apprenantes? Je crois un peu de la même manière que le numérique a contribué à ce que les jeunes ne perdent pas pied complètement par rapport à l'enseignement, peu importe, je dirais, la thématique, le support d'activité, que ce soit de l'apprentissage de mathématiques ou que ce soit la préparation d'un jeu à la découverte de l'environnement urbain dans lequel on se trouve ou d'un autre environnement. Ça paraît en effet quelque chose d'utile. Ça peut avoir également un impact de mobilisation des jeunes par le compte-rendu de ce que d'autres qui sont déjà engagés dans des activités. On sait quand même l'importance que représente la communication aujourd'hui via l'image, via les écrans, via les réseaux sociaux. Et ça peut inciter certains qui n'auraient pas vraiment été tentés de répondre à l'invitation de leur prof principal ou de leur chef d'établissement à venir au collège ou au lycée pendant les vacances. Si on arrive à valoriser auprès du plus grand nombre les différentes initiatives, les différentes activités, et donc qui seront, à mon sens, il faudrait, à mon sens, que ce soit essentiellement des activités de loisirs éducatifs et non pas des activités de rattrapage scolaire ou autre, même si, oui, un petit peu à la fin des vacances, on pourrait estimer que fin août, ça pourrait être utile de reprendre un petit peu pied avec les apprentissages. Je pense que le numérique a cette fonction-là. Tout le problème est pour la période des vacances dites apprenantes, l'inégalité d'accès à ces outils qui demeure. Et pour ce qui concerne les collectivités, beaucoup de collectivités ont fait des efforts pour essayer de doter ceux qui n'en avaient pas. Reste la question de l'apprentissage de l'usage, d'un apprentissage éducatif, parce qu'on ne s'en sert pas n'importe comment. On voit bien les dégâts aussi que ça peut faire. Ça peut être l'occasion aussi d'être un des sujets d'activité que le dispositif d'école ouverte, de vacances apprenantes, des centres de loisirs, des centres de vacances peut se donner pour ces 2 mois d'été. Et plus globalement, au-delà de la période estivale et du dispositif vacances apprenantes, comment, selon vous, Marc Villemot, le numérique et ses acteurs, ses outils peuvent constituer ou pourraient-ils constituer un levier pour favoriser le développement des quartiers les plus fragiles, par exemple en termes d'insertion professionnelle ou dans d'autres domaines? Je crois que c'est absolument essentiel dans la période dans laquelle nous nous trouvons et la période dans laquelle nous allons nous trouver. Cette crise sanitaire, l'ensemble des élus sont, et pas que eux, les acteurs économiques le sont évidemment également, tout à fait conscients qu'une crise sociale terrible va survenir, est en train de survenir à l'issue et pendant cette crise sanitaire qui semble s'éterniser d'ailleurs et qui risque d'ailleurs de reprendre. Moi, je pense que la relation des lieux éducatifs, alors ceux qui sont institutionnels, comme l'école, comme je sais pas, les garderies périscolaires, les centres de loisirs du mercredi, bien évidemment, mais également les tiers-lieux, les lieux de vie, les lieux où on se rencontre, les lieux où notamment les jeunes et les jeunes adultes traînent, comme on peut le voir. Euh, je pense que le lien avec les dispositifs de l'insertion professionnelle, le lien avec les perspectives d'insertion professionnelle qui peuvent être offerts par les entreprises, euh, doit pouvoir s'exercer. Alors, avec l'accompagnement évidemment de la puissance publique, et quand je dis puissance publique, je pense bien à celle de l'État, parce qu'il ne s'agit pas de faire retomber cette responsabilité et ce coût supplémentaire sur les collectivités locales, mais en lien avec le monde de l'entreprise qui me semble devoir prendre sa part de responsabilité sociétale, aujourd'hui peut-être un peu plus qu'hier, au travers notamment de l'outil que représente le numérique. Et bien évidemment, et bon, je lance un petit appel, pourrait-on dire, aux grands opérateurs, à Orange en particulier. On attend évidemment dans les territoires beaucoup d'eux pour accompagner cette démarche, pas simplement en mettant à disposition des ressources comment dire, techniques ou matérielles nécessaires,
pour qu'on combatte cette inégalité, cette fracture numérique qui s'ajoute à la fracture sociale et économique, mais également pour faire œuvre de pédagogie auprès de l'ensemble de ceux qui, même s'ils disposent des outils, n'en maîtrisent pas l'usage de façon performante. Ben, Marc Villemot, merci. Je crois que votre appel sera entendu, puisque nous poursuivons cette séquence état des lieux avec Cyril Luneau. Cyril Luneau, vous êtes à la tête de la DRCL d'Orange, la direction des relations avec les collectivités locales, direction qui est présente sur l'ensemble du territoire aux côtés des élus à travers 29 délégations régionales. Donc c'est bien cela, Cyril Luneau? Oui, absolument. Et merci à cette intervention de Marc que j'ai vraiment appréciée parce que Marc explique exactement la problématique autour de laquelle nous nous concentrons. Orange n'est pas du tout seulement un acteur qui fournit des tuyaux, mais au-delà de ça, on a bien une vraie problématique de couverture à la fois du territoire, certes, mais également des individus et un accompagnement de chacun d'eux. Et donc c'est vraiment cette vraie problématique sur laquelle on s'inscrit. On a connu certes une période qui a été bien compliquée avec cette crise et qui a mis en exergue un certain nombre de points sur lesquels je reviendrai, mais on est bien conscient que à la fois on a un énorme travail pour que chacun soit couvert, que ce soit à la fois le particulier, les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc c'est un gros travail, on va dire, d'infrastructure pour que ces zones, quelles qu'elles soient couvertes en très haut débit, avec le débit qui permet d'avoir ensuite les services. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut véritablement avoir un travail sur les offres. Quelles sont les offres? Et les offres doivent correspondre à l'attente, y compris pour le thème dont on parle, à savoir un suivi pédagogique, donc on y reviendra, et puis aussi avoir véritablement tout ce qui est matériel, équipement qui permet de l'avoir. Et puis surtout, moi j'ai retenu un des mots de Marc qui expliquait bien que au-delà d'avoir la connexion, eh bien un certain nombre d'étudiants, d'écoliers qui étaient scolarisés avaient des problèmes d'usage en termes de compréhension des consignes qu'ils devaient mettre en œuvre en rapport avec leur professeur qui était en face d'eux. Donc c'est tout ça qu'on doit accompagner et Orange en tant que acteur, on va dire, acteur à côté des populations, avec son ADN également de service public qui a été exacerbé durant cette période, eh bien, se doit d'accompagner. Donc, c'est des échanges comme ceux-là qu'on a avec Marc qui permettent d'enrichir notre approche d'une manière très concrète sur les territoires et notamment des banlieues, puisque ça représente plus de 10% des populations françaises. Alors, Cyril Luneau, là, vous évoquiez cette période de confinement. Quels ont été les faits marquants pour Orange dans ses relations avec les collectivités locales durant cette période et jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Écoutez, je prends juste 2 minutes pour expliquer ce que ça a été parce que une activité qui est bouleversée de cette manière-là en si peu de temps, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Je vous donne juste quelques chiffres pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est le trafic de voix sur le mobile qui a explosé. C'est plus de x3 en termes d'appels. Mais pas seulement les appels, c'est-à-dire que la durée des appels aussi a fait x3. Donc, quelle est l'activité qui fait x3 du jour au lendemain? C'est très compliqué. Donc, on a su chez Orange être au rendez-vous. On a vu que les réseaux ont tenu, et je peux vous dire que, y compris dans les banlieues, si les réseaux n'avaient pas tenu, on n'aurait pas vécu cette crise de la même façon. Donc, que ce soit les visioconférences qui ont été multipliées par 2, le télétravail, on l'a dit, multiplié par 10, les trafics services sur WhatsApp qui ont été multipliés par 5 et les trafics Internet sur le réseau qui a augmenté de près de 30% avec tout l'accès au contenu. Vous savez que les contenus, ils sont plutôt outre-Atlantique.
Et donc, ces fameux câbles sous-marins que le père de Marc connaît bien, sachez qu'on a dû amplifier leur débit de telle manière à pouvoir répondre à ces besoins. Et donc, tout ça pour dire que Orange, en tant qu'opérateur d'importance vitale, finalement, pendant cette période, a joué véritablement son jeu de telle sorte à répondre aux besoins d'urgence que l'on a eu, évidemment, les services de santé, etc., mais également d'une manière sur la partie solidarité, où on a été appelé par un certain nombre de collectivités qui avaient besoin qu'on mette à disposition du matériel, y compris de façon gracieuse, bien sûr, que ce soit des équipements pour, je l'ai dit, pour les établissements de santé, mais que ce soit du matériel pour des fondations, pour des airbox, vous savez, ces petits capteurs qui permettent d'avoir du très haut débit 4G et qu'on peut avoir chez soi. Donc, si on n'a pas, par exemple, de DSL et de box, eh bien, on peut avoir ce type de solution, des cartes SIM mobiles, etc. Donc, et y compris des dons financiers, des tablettes, etc. Donc, ça, c'était important, y compris pour la continuité pédagogique des enfants qui étaient hospitalisés, par exemple. Donc, on s'est mobilisé, les collectivités aussi nous ont mobilisés sur ce qui leur paraissait être le plus criant et le plus important pour eux. Alors, et en dehors de cette période très particulière de mobilisation que vous venez d'éclairer, sur notre sujet du jour, sur le numérique au service de la continuité pédagogique, quelles sont les actions emblématiques que mène Orange dans ce domaine en lien avec les collectivités et avec les acteurs de terrain? Alors, de plus en plus, on a pu comprendre qu'il y avait ces besoins avec ces nouveaux usages dont j'ai parlé évidemment. Et donc, ce que l'on fait, c'est que on essaye de proposer de manière non pas systématique, mais de faire comprendre le plus largement possible quelles sont aujourd'hui les solutions les plus faciles à utiliser sous forme de try and buy, par exemple, sur une durée de 3 mois où on met à disposition des packs spécifiques sur des offres de classes virtuelles, par exemple, tout ce qui est audio, web conférence, ou que ce soit avec nos partenaires Cisco, WebEx ou Microsoft Teams, par exemple. On le fait avec la mairie d'Herblay, celle de Fontenay-aux-Roses, par exemple. Sont des utilisations d'outils qui sont simples et qui permettent justement de correspondre à cette attente. On avait fait en sorte aussi pendant cette période, je reviens un peu sur la période Covid, mais on avait fait en sorte de mettre en place des offres, des options de 10 gigas supplémentaires, parce qu'on sait bien que même si l'étudiant avait son mobile, il n'a pas forcément l'accès au Wi-Fi, et donc il fallait qu'il ait un peu plus de débit, donc on l'a fait bien aisément et bien sûr. Je pourrais vous parler d'un point qui a été relevé par Marc tout à l'heure, et c'est des actions de fond que l'on doit mettre en œuvre tous les jours sur le territoire. Au-delà de la période qu'on vient de vivre, je voulais souligner par exemple l'initiative qui s'appelle Au cœur des territoires. C'est un programme qui est lui-même adossé à l'action Cœur de ville, et c'est fait avec le Conservatoire national des arts et métiers, donc le CNAM, dont nous sommes partenaires. C'est un programme national pour la formation continue et la formation professionnelle qui a été lancé par le CNAM. C'est un programme qui s'adresse particulièrement aux villes moyennes. Il y en a aujourd'hui 55 qui sont déjà sélectionnés. Et l'idée, en fait, c'est d'ouvrir des lieux d'accès à la formation. Donc, quand on parlait de tiers-lieux tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est ouvrir des lieux d'accès à la formation pour former à des nouveaux métiers, comme ceux du numérique, par exemple, que ce soit à la fois les jeunes, les femmes, les seniors en reconversion professionnelle. L'insertion professionnelle est au cœur de nos préoccupations. Et donc, c'est la région Grand Est qui est pilote de ce programme national et on en est donc partenaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement des tuyaux, mais c'est aussi une continuité pédagogique d'une certaine façon. Pour conclure, moi, ce sur quoi je voulais souligner et insister, c'est que certes, on n'est pas les seuls à proposer des solutions d'e-éducation, mais il y a un différenciant. Avec Orange, le déterminant pour nos clients, c'est évidemment la sécurité et ce qui est
le plus important aussi, c'est l'intégrité des données. Et ça, bien sûr, chez Orange, ce sont des priorités. On offre des garanties en matière de données en appliquant strictement le RGPD, par exemple, et c'est important en particulier par rapport à d'autres acteurs, dont les GAFAM, bien évidemment. Voilà. Et donc, très, très heureux d'échanger avec Marc et avec les autres correspondants de collectivités. Et c'est important, encore une fois, d'enrichir ces échanges de telle manière à bien comprendre si l'action d'Orange est au cœur des préoccupations de ceux qui les servent, au premier rang desquels villes et banlieues, par exemple. Merci Cyril Luneau. Alors, avant de conclure cette première séquence d'état des lieux, on va faire un tour du côté du chat de Paroles à venir avec Véronique. Est-ce que les participants ont des questions à adresser à nos premiers intervenants? Alors oui, bonjour à tous. Alors moi j'en ai une pour Marc. Voilà. Les vacances apprenantes vont-elles impacter les budgets des collectivités? Officiellement, non, puisque c'est un dispositif qui est porté par l'État, par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mais évidemment, dans la mesure où on considère qu'il est utile d'avoir une coopération entre les différents co-éducateurs, ceux du champ de l'école, les enseignants, et ceux des autres espaces socio-éducatifs, il est fort probable que un peu plus, un peu moins, comme on dit, les communes vont être amenées à mettre un petit peu la main à la poche, même si, je le répète, il faut le reconnaître, Julien de Normandie, ministre jusqu'à hier du logement et de la ville, a plaidé et obtenu auprès de ses collègues de Bercy pour que nous puissions avoir une couverture des dépenses particulières mises en œuvre cet été en direction des mineurs. Voilà. Merci Marc Villemot d'avoir pris la balle au bon. Alors nous poursuivons maintenant avec la séquence expertise avec Claire de Rességuier. Vous êtes, Claire, la chargée de projet à la coordination nationale du programme des cités éducatives au sein de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc un programme interministériel pour lequel votre lettre de mission a été signée par 3 ministères, celui de la cohésion des territoires, de la ville et de l'éducation nationale, et donc un programme qui touche aujourd'hui plus de 500 000 jeunes de 0 à 25 ans sur 80 territoires. Alors les cités éducatives, on pouvait lire dans une récente interview sur le sujet qu'il s'agit d'un véritable laboratoire pour l'éclosion d'un écosystème éducatif en associant l'ensemble des parties prenantes autour des jeunes. Alors, comment ce programme des cités éducatives est-il aujourd'hui déployé sur le territoire et surtout, donc, quelle place y occupe le numérique, avec quels acteurs et quel type d'initiatives? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vous prie d'excuser Vincent Lénal, coordonnateur national de ce programme des cités éducatives, qui n'a pu se joindre, mais qui m'a transmis des mots. Vos paroles sont très justes, Luc. C'est bien l'enjeu des cités éducatives. Le président de la République a décidé de faire de l'enjeu éducatif, de le mettre au cœur de l'émancipation de la jeunesse des quartiers populaires. Et l'idée est vraiment de donner tout son sens à la promesse républicaine d'égalité des chances. Mais ça ne se fera pas seul. L'idée des cités éducatives, c'est vraiment ce travail collectif de tous les acteurs de l'éducation. On l'a vu avec la crise, la crise sanitaire, qui a rappelé un peu la vanité d'espérer que l'école seule peut libérer les enfants de la pauvreté dans ces quartiers sans grande mixité. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer tous les acteurs autour de l'école, avant l'école, pendant l'école et après l'école, parce que l'éducation est encore aujourd'hui, je pense, le plus beau et le plus efficace moyen pour réduire les inégalités et construire une société plus ouverte.
Donc, effectivement, les ministres de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, et de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, ont labellisé en septembre dernier 80 territoires en cité éducative. Donc, c'est des grands territoires, quartiers politiques de la ville. Ça représente en tout près de 525 000 jeunes. Et c'est vraiment une expérimentation. On n'est pas sur un dispositif qui viendrait s'ajouter comme une couche de plus. On a là devant nous 3 ans pour démontrer que si tous les acteurs forment ensemble une grande alliance éducative, on arrivera à mieux faire grandir les enfants de ces quartiers populaires. On a des moyens qui sont donnés, que ce soit par le ministre de la Ville, avec plus de 100 millions d'euros qui sont déployés sur 3 ans. Et l'éducation nationale, vous le disiez, la lettre de mission, voilà, est co-signée par ces ministres. L'éducation nationale s'engage, je dirais pour une fois, pleinement dans cette expérimentation et donne beaucoup de moyens humains en nommant un chef de projet, un principal de collège tête de file qui sera aussi dans l'aventure pour voilà, conforter le rôle de l'école, assurer la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes. Et le numérique a toute sa place et le numérique contribue et contribuera à cette émancipation de nos jeunes de quartier. Vous demandiez voilà, comment le numérique prend place dans ces projets de cité éducative. On voit vraiment, nous, dans les remontées qui nous sont faites de ces 80 territoires, que le numérique est un axe fort et je dirais un axe carrefour. À travers le numérique, qui est finalement qu'un outil, on arrive à travailler ces questions de citoyenneté, on arrive à travailler les questions de formation, la pédagogie à distance, les relations avec les numériques, avec les familles. Donc vraiment, le numérique vient se mettre au service de l'éducation des jeunes. Donc toute l'idée des cités éducatives, c'est vraiment de bâtir cet écosystème de coopération des acteurs éducatifs autour de l'école, de construire une stratégie locale ambitieuse. Ce sont des projets qui viennent du terrain. C'est le terrain qui va nous montrer ce qu'on peut faire. On a des cités éducatives très engagées pour cette idée toute simple qu'il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Et on a devant nous 80 territoires à haute qualité éducative et je pense qu'on va pouvoir en voir un exemple très rapidement. Exactement, merci pour la transition, puisque Claire de Rességuier, je vous propose de compléter vos propos par un extrait de film qui a été réalisé par l'Agence des quartiers pour Parole d'élus, un extrait qui montre en images très concrètement comment le numérique est au cœur de la démarche des cités éducatives, et cela se passe à Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Le film devrait être lancé. Alors, les philosophies des cités éducatives ont été initiées par le gouvernement et le but essentiel, c'est de pouvoir rassembler, coordonner tous les acteurs de l'éducation, à la fois sur l'éducation nationale, les collectivités, les départements, les associations, toutes celles et tous ceux qui œuvrent sur le champ de compétences et comment accompagner un jeune tout au long de son parcours éducatif et social et bien sûr familial. Alors, ce sont des images très parlantes, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc des images très parlantes, Claire. Quels sont pour vous les enseignements de cette période de crise sanitaire que nous venons de vivre? Qu'est-ce qui en restera et en quoi cela pourrait-il faire évoluer le dispositif des cités éducatives, notamment sur le volet du numérique? Oui, c'est vrai que cette crise nous a
mis de plein fouet face à la réalité, si on ne la connaissait pas encore, des situations dans nos quartiers prioritaires. Très vite est apparu au début de la crise l'enjeu du sous-équipement numérique de nombreuses familles des quartiers pour assurer la continuité pédagogique, le manque d'équipement, le manque de connexion, parfois une connexion mais sur un smartphone, donc l'impossibilité d'accéder à des fichiers, mais aussi voilà, l'absence d'imprimante. Donc c'est vrai qu'on a eu une enquête de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui est venue démontrer toute cette difficulté de la fracture numérique dans les territoires en cité éducative. Mais on a aussi vu très vite dans ces territoires se créer une cohésion et vraiment tout le monde s'est mobilisé, tous les acteurs de l'éducation se sont mobilisés autour de cet enjeu du numérique. Que ce soit les villes qui ont elles aussi fait des prêts d'équipement, d'ordinateurs. Mais voilà, les villes n'arrivaient pas à elles seules non plus à subvenir aux besoins en matière d'équipement informatique. Et on a eu beaucoup de partenaires, les départements, les associations, mais aussi des partenaires économiques. Et je remercie à ce titre Orange est l'un d'entre eux, voilà, qui sont venus apporter, que ce soit des clés 4G, je sais que ça a été le cas avec Orange à Clichy, au port, des imprimantes, des tablettes. Donc on a vu voilà, une cohésion se créer dans ces cités éducatives très très vite, et c'est peut-être voilà, tout l'écosystème éducatif qui a permis de réagir peut-être plus vite qu'ailleurs à cet enjeu de la fracture numérique. Cet enjeu qui a pu aussi être comblé par un point innovant des cités éducatives, qui est ce qu'on appelle le fonds de la cité éducative, qui est un petit fonds à la main du principal de collège, abondé par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère de la Ville, qui a un usage si souple qu'il a pu très très vite permettre d'acheter du matériel informatique. Le ministère de la Ville a aussi débloqué, Marc Villemot le rappelait, des crédits, 15% des enveloppes éducatives pour acheter des tablettes, pour acheter des clés de connexion. Donc voilà, très vite dans les cités éducatives, on a réussi à donner les outils. Mais c'est vrai que Cyril Luneau le rappelait tout à l'heure, finalement le numérique n'est qu'un outil et l'outil à lui seul ne peut pas assurer la continuité éducative, la continuité pédagogique. Donc voilà, on a besoin d'être tous ensemble encore pour aller plus loin, pour continuer ce travail autour des jeunes et les accompagner à l'usage des numériques. Donc moi, je n'ai qu'un mot à dire. Merci à tous ces partenaires et surtout beaucoup d'encouragement. Je vous encourage à poursuivre parce que voilà, la crise passe, mais la rentrée va être encore plus critique et on a besoin que tous les acteurs, que les acteurs économiques viennent se greffer aux acteurs éducatifs pour voilà, donner sens vraiment à cette idée de société éducationnelle, pour reprendre les mots de Vincent Léna, et mieux faire grandir nos enfants. Merci Claire de Rességuier. Alors avant de poursuivre avec la séquence territoire, je reviens vers le chat Parole à venir. Véronique Toulec, est-ce que vous avez une question pour Claire ou une réaction? Oui, alors j'en ai deux. Alors la première, Claire, les cités éducatives déclinent-elles toutes les mêmes actions et les mêmes programmes? Très très bonne question. Non, c'est pour ça d'ailleurs que le programme s'appelle les cités éducatives au pluriel. Chaque cité est différente, donc pendant 4 mois, là, même un peu plus de 4 mois, les cités éducatives, chacune sur leur territoire, ont travaillé ensemble à un programme d'action en fonction de leurs priorités et de manière concertée. Donc ici ou là, l'enjeu du numérique a été placé comme un enjeu prioritaire. Ailleurs, c'est la petite enfance. Ailleurs, c'est le sport qui a été choisi comme levier éducatif. Donc, chaque projet de cité éducative est différent, mais tous ont la même ambition, voilà, de devenir des territoires à haute qualité éducative pour faire grandir les enfants. Merci. Une deuxième question peut-être, Véronique? Oui, bonjour, c'est David à l'appareil. Moi, j'ai une question. Est-ce que le numérique est un moyen pour la formation des encadrants animateurs des vacances éducatives?
Oui, alors le numérique ici ou là a été choisi pour des temps de formation qui sont encore à développer. Je pense que c'est l'un des enjeux aussi à poursuivre. On a vu toutes les possibilités du numérique pendant cette période et ce serait un outil formidable, notamment pour les formations interprofessionnelles, interacteurs qui ont du mal à trouver en fait des temps communs pour les formations de ces personnes, soit les animateurs, les enseignants. On a vu que ces vacances apprenantes allaient aussi regrouper enseignants, animateurs de centres de jeunesse. Donc voilà, le numérique devra être utilisé pour ces formations. Merci. Merci Claire de Rességuier. Alors nous passons maintenant à la séquence territoire avec des témoignages très concrets sur la manière dont les outils numériques viennent au service de la continuité pédagogique, le sujet du jour. Et nous commençons par vous, Jean Touzeau. Vous êtes le maire de Lormont, en Nouvelle-Aquitaine, aux portes de Bordeaux, commune de 23 000 habitants, qui est donc labellisée cité éducative depuis 2019. Alors, une première question, sur quels critères et points forts avez-vous obtenu cette labellisation et quelles sont les grandes orientations de la démarche à Lormont, puisque nous venons de voir avec Claire de Rességuier que chaque cité éducative a ses propres spécificités. Jean Touzeau, vous m'entendez? Est-ce que Jean Touzeau est avec nous? Bon, alors, je propose, si Jean Touzeau a du mal à nous rejoindre, de démarrer l'entretien avec Thierry Falconet, qui est un autre de nos grands témoins de cette séquence territoire. Et j'adresse donc alors, Thierry Falconet. Excusez-moi, je me retrouve dans le conducteur. Donc Thierry Falconet, là, on va basculer tout de suite d'ouest en est vers Chenôve, en Bourgogne, près de Dijon. Thierry Falconet, vous êtes le maire de Chenôve, donc commune de 14 000 habitants, qui a également été récemment labellisée cité éducative. Donc, même exercice, est-ce que vous pouvez nous éclairer donc, sur les spécificités de Chenôve dans l'obtention de ce label d'excellence? Bien, bonjour à tous. Vous l'avez dit, Chenôve est une ville de 14 000 habitants au sud de Dijon, qui fait partie de la métropole. C'est la deuxième commune en taille de la métropole dijonnaise. Chenôve est un territoire mosaïque, c'est un territoire vulnérable aussi, qui a été marqué par 40 ans de politique de la ville et qui a connu tous les dispositifs de la politique de la ville depuis 40 ans. Et puis bien évidemment, Chenôve est adhérente de l'association Ville et Banlieue, dont je salue le président Marc Vimot. D'abord, je crois que la reconnaissance du label Cité éducative, c'est la reconnaissance d'un travail de longue haleine qui met la question éducative au cœur du projet politique municipal. Donc, ce sont des années d'investissement qui ont été d'une certaine manière récompensées avec cette signature de convention qui a eu lieu il y a une dizaine de jours en présence du préfet de région et de la rectrice d'académie. Donc, c'est d'abord un engagement, c'est l'engagement de toute une ville, des élus, des agents, des habitants pour les jeunes et les enfants. Et puis, c'est aussi une ambition que nous avons traduite dans un plan éducatif global dans lequel le recours aux outils numériques prend toute sa place. Donc, depuis 2015, ça s'est traduit par un vaste plan d'équipement des écoles qui a été associé, nous l'avons fait dès le début, qui a été associé à une recherche scientifique inédite en France sur laquelle je reviendrai. Mais le plan d'équipement de la collectivité, des écoles de la collectivité, représente plus de 300 000 € sur 2 exercices budgétaires. Nous avons acheté, installé un équipement informatique dans chacune des classes de la commune.
Pour ce qui concerne les classes des écoles primaires, elles sont toutes équipées d'un tableau blanc interactif dernière génération. Et puis, pour ce qui concerne les écoles maternelles, nous avons installé un vidéoprojecteur, un ordinateur portable dans chaque classe. Et puis, nous avons également complété ce dispositif avec des classes mobiles donc, qui ont été aussi installées dans les écoles. Classes mobiles qui nous ont bien servi, j'y reviendrai vraisemblablement, dans la période de crise sanitaire et de confinement, puisque nous avons pu fournir un certain nombre de tablettes numériques aux enfants et aux familles qui n'en disposaient pas. Je reviens quelques instants sur cette recherche scientifique. Nous avons une université, l'université de Bourgogne, et nous avons à Dijon une expérience en matière de sciences de l'éducation avec des laboratoires en sciences de l'éducation qui ont accepté de mener, parallèlement à notre plan d'équipement numérique, une étude qui est unique en France. Dans d'autres pays, je crois que ça s'est déjà fait au Canada, aux Pays-Bas, mais en France, c'est la première étude de ce type. Donc, de profiter de ce plan d'équipement pour mesurer les effets sur les apprentissages des enfants, sur le vécu des élèves en classe et sur les représentations et les relations sociales que les enfants et les enseignants pouvaient développer à travers l'outil numérique. Donc, cette étude qui a duré quasiment 2 ans a fait l'objet d'un rapport. Ce rapport a été publié et il fait aujourd'hui, il donne l'occasion aux chercheurs en sciences de l'éducation qui ont travaillé sur ce sujet de communiquer dans des colloques universitaires sur les effets du numérique sur les apprentissages et les savoir-être des enfants. Et actuellement, nous envisageons la poursuite de cette recherche pour en mesurer les effets dans le temps sur une cohorte entière qui entrerait à l'école et qui en sortirait. Donc, les laboratoires de sciences de l'éducation, on est en train de finaliser cette nouvelle convention de recherche. Voilà pour ce qui concerne rapidement brosser le paysage éducatif de Chenôve. Alors, Thierry Falconet, en matière de continuité pédagogique, quelles ont été, alors vous avez commencé à en esquisser tout à l'heure quelques points, les réussites rendues possibles par le numérique ou d'ailleurs les éventuelles difficultés durant cette période de confinement que nous avons connue? Alors, à ce stade, je pense qu'il nous faudra du temps et encore de la matière pour arriver à des conclusions définitives sur l'apport du numérique, puisque ça a été déjà dit par plusieurs des intervenants, le numérique n'est qu'un outil. Et c'est ce qu'on en fait qui est le plus important. En revanche, il est clair que dans cette période de confinement, de continuité, voire de discontinuité pédagogique, j'ose le mot, parce que pour un certain nombre d'enfants et de familles, ça a été quand même comme cela que les choses ont été vécues. L'outil numérique a été d'un grand secours et il ne fait aucun doute que cette crise a exacerbé les inégalités, les déséquilibres, les fractures, fractures sociales, fractures scolaires et aussi la fracture numérique. On s'est très vite rendu compte, d'ailleurs ça a fait l'objet de nombreux échanges à la fois à l'intérieur de l'association Ville et banlieue, mais aussi avec l'ancien ministre de la Ville depuis hier, Julien de Normandie, que cette question de l'accès au numérique, et pas seulement l'accès à l'ordinateur, à l'outil physique, mais aussi les problèmes de connexion, mettaient en grande difficulté un certain nombre de familles très éloignées de cet outil. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons mis à disposition plus d'une centaine de tablettes numériques aux familles qui ne disposaient pas de cet outil, fruit là aussi d'une très bonne collaboration entre nos services municipaux et les services de l'éducation nationale, l'inspectrice de circonscription. Il a fallu recenser le nombre de familles et d'enfants qui ne disposaient pas de cet outil.
Et puis, de manière plus pérenne, j'ai souhaité que nous retravaillions notre kit de rentrée scolaire. Et j'ai donc annoncé que tout enfant qui est scolarisé dans une école de Chenôve en classe de CM2 sera doté à la rentrée scolaire d'un micro-ordinateur ou d'une tablette avec clavier. Donc on est en train de travailler, les services sont en train de travailler à cette mesure pour qu'elle soit opérationnelle dès la rentrée, parce que il est important que les collectivités locales travaillent à réduire cette fracture numérique, particulièrement dans nos communes populaires, dans nos territoires vulnérables, et de manière à rendre le plus accessible possible la connexion, notamment des familles et des enfants issus des familles les plus défavorisées. Donc nous nous y attelons. Et puis nous avons également pris contact avec la Fondation Orange qui va nous accompagner pour travailler sur cette question de la fracture numérique sur le territoire, notamment sur les questions de clés 4G, sur des box publiques en accès libre, pour que nous mettions ensemble en œuvre les moyens supplémentaires pour atteindre cet objectif de réduction de la fracture numérique dans le cadre d'un dispositif éducatif global qui est celui de la cité éducative. Merci Thierry Falconet. Donc nous poursuivons cette séquence territoire avec un deuxième grand témoin. Il s'agit oui, excusez-moi Luc. Oui. Quelques questions pour Thierry. C'était prévu après, mais on peut les faire tout de suite. D'accord. Thierry, où peut-on consulter le rapport dont vous avez parlé, rapport avec les chercheurs en sciences de l'éducation? Alors, il est disponible à la Maison des sciences de l'homme, sur le site de la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Bourgogne, mais je me fais fort éventuellement de communiquer, d'en envoyer un exemplaire à toute personne qui me contacterait, donc cabinet@ville-chenauve.fr. Voilà, il suffit d'en faire la demande et puis on fournira un exemplaire de ce rapport. Ce rapport est la propriété intellectuelle des chercheurs, hein. La ville a financé, mais c'est bien, ce sont ces laboratoires et les chercheurs qui ont la propriété intellectuelle sur cette recherche. Merci Thierry. J'avais aussi un constat que je voulais, qui est apparu également. Alors, je vous le lis, hein. À la fois dans une logique apprenante, mais aussi ludique, il me semble important de rappeler notamment que de nombreux mouvements éducatifs travaillant sur ce sujet depuis de longues années, je pense au Franca, au CEA et à la ligne de l'enseignement, à la Ligue, pardon, de l'enseignement. Oui, alors je n'ai peut-être pas été suffisamment précis sur l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la cité éducative et qui interviennent au quotidien dans notre projet éducatif global. C'est un projet éducatif global 0-25 ans. Hein, donc, on a rassemblé dans un document pour essayer d'avoir le plus de cohérence et de cohésion des acteurs de notre politique éducative. Donc, on a rassemblé tous les éléments de ce projet de 0 à 25 ans dans un même document qui a été visé par les services de l'éducation nationale, bien évidemment, mais auquel ont très largement contribué les organismes dont vous parlez dans votre question. Nous avons une convention avec les Franca, nous avons une convention avec la Ligue de l'enseignement, notamment pour tout ce qui est lieu parents-enfants, accueil à la fonction parentale. Donc, bien évidemment, on travaille avec ces acteurs de l'éducation populaire au quotidien dans notre projet éducatif de territoire, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Véronique, pour Thierry Falconet? Alors, nous poursuivons la séquence territoire avec un deuxième grand témoin. Il s'agit de Guillaume Villemot, qui est le président de l'Agence des quartiers, une entité associative qui s'est donnée pour mission de valoriser les quartiers prioritaires de la ville dans les médias et de former des jeunes de ces mêmes quartiers aux techniques journalistiques.
Donc, c'est une agence à la fois d'information et de formation. C'est bien cela, Guillaume? Oui, absolument. Bonjour. C'est exactement ça, la double mission, à la fois former et informer. Former 300 jeunes par an issus des quartiers prioritaires et informer en diffusant et en produisant nos propres contenus sur l'actualité des quartiers. On vient d'en voir un exemple au travers de ce que disait Thierry Falconet ou ce que disait Marc tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'il y a une richesse, il y a une densité d'informations. Simplement, elle n'est pas toujours vue, elle est souvent en dehors des radars. Et donc, c'est important de pouvoir la mettre en avant et de faire en sorte que les gens qui vivent dans ces quartiers soient eux-mêmes les propres auteurs de leurs récits. Alors, votre actualité, Guillaume Villemot, rejoint pleinement notre thématique du jour, puisque vous venez de lancer avec une quinzaine d'autres acteurs associatifs une plateforme de contenu en ligne qui est destinée à lutter contre l'isolement des jeunes des quartiers prioritaires. Il s'agit de la plateforme desblogs.net. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative? Comment vous avez construit la démarche? Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur la plateforme des blogs? Alors, oui, en effet, c'est une démarche qui est née pendant cette période de confinement, et c'est ce que disait Claire de Rességuier tout à l'heure. On a bien vu à quel point on avait vécu un moment qui était un moment hors norme à tout point de vue. Et on s'est rendu compte qu'on avait un besoin, au-delà des cours qui pouvaient être donnés, au-delà des moments où on pouvait essayer de recréer des échanges, de retrouver, de recréer les conditions pour qu'il y ait une interaction qui se crée avec les jeunes, et en particulier les jeunes issus des quartiers prioritaires. Donc, on a été une quinzaine d'associations à réfléchir sur ce sujet-là, avec des associations qui viennent de tous les univers, puisqu'on a aussi bien des associations telles que Montmartre, qui va travailler sur l'accès à la culture, que des associations comme les Petits Débrouillards, qui travaillent beaucoup sur la science et sur l'apprentissage des sciences, en passant par Passeurs d'Art, qui est une association qui œuvre à former les jeunes à la musique classique. Et en se mettant tous ensemble, finalement, l'enjeu, ça a été quoi? Ça a été de dire comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver des liens avec ces jeunes, recréer de l'interaction avec eux, et à défaut de pouvoir totalement remplacer, mais se servir au travers de cet outil qu'est le numérique, d'une plateforme pour pouvoir leur donner la possibilité d'avoir accès à des tas d'expérimentations et des tas d'expériences. Et l'enjeu de Desblogs, c'est de créer un univers donc, qui est 100% digital, animé et alimenté, ce qui est une prouesse, parce que ce n'est pas forcément évident de faire bosser des associations entre elles qui viennent d'univers différents, mais parce qu'on a toute cette convergence d'intérêts, finalement, c'est d'apporter des contenus à des jeunes. Eh bien, chacun, tous les jours, poste des contenus différents en matière d'éducation, en matière d'information, en matière d'éducation aux médias, en matière de décodage d'une fake news, etc. Et chacun vient alimenter cette plateforme pour donner aux jeunes la possibilité d'avoir véritablement à la fois un point de contact, et en même temps un point d'information et un point d'interaction. Et on a lancé des blogs juste à la fin du déconfinement, donc après le 11 mai, on y a travaillé pendant toute cette période de confinement où on avait besoin de trouver des façons nouvelles, des façons innovantes de pouvoir toucher les jeunes. Et on a réussi, à mon sens, et quand on voit sur les chiffres de connexion qu'on peut avoir actuellement, on voit qu'on arrive à convaincre les jeunes d'avoir non pas un remplacement, mais une alternative, ou en tout cas un complément à ce qu'ils peuvent faire habituellement avec cette plateforme numérique qui leur apporte une variété de contenus absolument extraordinaire. Et ce que l'on veut en faire, et notre ambition, c'est véritablement d'être en capacité d'abord d'avoir touché d'ici au mois de septembre à peu près 200 000 jeunes qui seraient venus et qui seront venus sur cette plateforme pour venir picorer. Et l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de venir aller chercher des sujets qui viennent compléter leur recherche d'informations. Je donne un exemple, on lance à partir de la fin juillet, nous, une plateforme qui s'appelle Il était une fois, FOI, où on a des représentants des 3 grandes religions qui vont venir parler du même sujet à destination des adolescents et répondre à des questions que les jeunes se posent sur ça veut dire quoi être croyant, c'est quoi l'histoire des religions, pourquoi il y a des religions qui essaient de dominer d'autres, etc., etc. Donc on arrive à parler de tous les sujets en se servant du numérique comme étant un passeur d'informations et un passeur de relais finalement et d'échanges avec les jeunes, puisque on crée aujourd'hui en plus maintenant depuis un certain temps des rendez-vous en live, et on voit qu'avec ces rendez-vous en live on arrive à avoir une population et une communauté qui croît en permanence. Alors, Guillaume Villemot, la plateforme desblogs.net est maintenant en ligne depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous avez des premiers retours sur ces contenus? Est-ce que, par exemple, vous avez des stats sur qu'est-ce qui est le plus consulté
Alors, ce qui est amusant, oui, bien sûr, ce qui est amusant, c'est de voir que, par exemple, les rubriques culture sont des rubriques qui sont le plus consultées. Les deux grosses rubriques, c'est d'un côté la culture et de l'autre côté tout ce qui est apprentissage scientifique et toutes les expérimentations qu'on peut mettre en ligne aujourd'hui autour de ces expérimentations. Je vous parlais des lives à l'instant. On a mis en ligne depuis un certain temps maintenant des dictées géantes qui sont organisées par Rachid Santaki et on vient en complément de ce qu'il peut faire lui sur ses réseaux. On arrive à avoir certaines dictées où on a 4000 personnes à un instant T qui participent à la même dictée. Alors qu'on pourrait penser qu'une dictée, c'est rébarbatif, ça nous embête tous, on a tous des mauvais souvenirs de dictée, mais il y a à la fois un côté ludique, interactif, et vraiment, on voit quelles sont ces tendances et ces besoins que les jeunes cherchent à avoir. Et les audiences que l'on a sont vraiment des audiences de jeunes issus des quartiers et qui viennent trouver des sujets qui viennent compléter, j'allais dire, leur recherche de culture ou leur recherche d'informations qu'ils peuvent avoir à un moment donné. Merci Guillaume Villemot. Donc, il s'agit de la plateforme débloc.net. Et avant de conclure cette première session de paroles à venir, dernier tour du côté du chat avec Véronique. Est-ce que vous avez des questions oui, pour Guillaume Villemot? Oui, alors j'ai une question pour Guillaume et puis une autre question que j'aimerais bien poser aussi après pour tous les intervenants. Guillaume, comment financez-vous l'initiative Débloc? Alors, ce qui est une des magies de cet outil-là, c'est qu'on s'est collectivement réunis autour de ce projet et que les associations ont toutes dit on a besoin d'aller toucher plus largement et on a un manque parce qu'aujourd'hui, on est empêché physiquement d'aller rencontrer les jeunes. Donc, il y a eu une sorte de communauté d'intérêt et c'est ce qui fait aussi la magie de ce genre de moment-là. C'est qu'il y a eu une communauté d'intérêt pour que tout le monde, ensemble, viennent mettre ces contenus et déploient ces sujets à l'intérieur de cette plateforme. Alors techniquement, en revanche, pour construire la plateforme en tant que telle, on a réussi à obtenir une subvention de la part de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui nous a permis de créer l'outil informatique et de créer cette plateforme-là. Donc là, on a une version, si vous allez aujourd'hui sur le site de la NCT, enfin sur le site de débloc.net, on a une version qui est une version qu'on appelle nous encore bêta, même si elle est particulièrement pleine, je trouve. Et on est en train de travailler en ce moment à une deuxième version, qui sera une version qui sera principalement une application mobile et qui permettra d'avoir en permanence dans sa poche finalement son application Débloc et de pouvoir encore plus être présent auprès des jeunes et de les accompagner. Et là, c'est clair qu'on a collectivement une prise de conscience budgétaire qui sera plus importante que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Merci Guillaume. Alors là, j'ai une question de Maïwen, mais qui peut intéresser tous les intervenants. Bonjour, il y a un foisonnement d'usages d'outils numériques durant le confinement. N'est-il pas nécessaire de mieux structurer l'usage des outils numériques à l'école et comment faire? Alors, qui prend la question? Est-ce qu'un des intervenants… Je trouve que Thierry Falconet, compte tenu de ce qu'il a fait et de l'expérience qu'ils ont déjà, me paraît être légitime pour répondre à cette question. Monsieur Falconet? Ah, est-ce que Thierry Falconet… Oui. Alors, j'ai bien entendu. D'abord, redire ce qui a déjà été dit, mais je pense que c'est important de le souligner. L'outil numérique n'est pas l'alpha et l'oméga et ne constitue pas une forme de média vers un miracle éducatif pour tous les enfants. C'est un outil de plus, c'est un outil aujourd'hui indispensable, essentiel. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, mais on le voit aussi dans les usages pédagogiques dans les classes. On sait bien que le numérique aujourd'hui, il irrigue aussi la formation initiale des enseignants, la formation continue. On voit bien qu'on a réussi pendant cette période à finalement à hybrider un peu nos interventions par la nécessité, mais c'était déjà un mouvement qui était très largement engagé. Moi, je pense que d'abord, les enseignants, les inspecteurs, ceux qui peuvent adresser un certain nombre de préconisations pédagogiques,
doivent aussi intégrer dans le métier quotidien des professeurs cette dimension. Voilà. Et que les professeurs soient formés. Nous, par exemple, lorsqu'on a lancé le plan numérique d'équipement de nos écoles, un premier souci a été de se dire, est-ce qu'on ne va pas finalement équiper les écoles et que ces équipements, ces tableaux blancs interactifs, ces vidéoprojecteurs, ils restent éteints. Or, avec l'inspecteur de circonscription, nous avons décidé d'accompagner ce vaste plan d'équipement d'un plan de formation. Donc, l'inspecteur a travaillé sur les usages du numérique, sur les applications qui pourraient intervenir en classe, y compris, j'ai vu le sujet tout à l'heure, hein, amener un certain nombre de sujets de manière beaucoup plus ludique que précédemment, développer aussi les relations, les interactions sociales grâce au numérique. Donc ça, les enseignants, ils doivent être formés pour ça. Donc l'outil, il est là, les logiciels, applications sont là. Maintenant, c'est aussi aux professionnels, aux praticiens de se saisir de cela. Il y a un certain nombre aussi hein, d'applications, de logiciels, de ressources qui sont clairement identifiées par l'Éducation nationale comme compatibles avec l'exercice pédagogique en classe. Je pense que voilà, les enseignants savent qu'ils peuvent se référer aussi à cette liste. Non, je crois qu'il y a un gros travail qui est en train d'être mené. Alors forcément, le numérique va tellement vite hein, et l'Éducation nationale, comme d'ailleurs les collectivités locales, hein, sont souvent sur un rythme beaucoup moins rapide. Mais je pense que c'est un plus dont il faut se saisir pleinement avec toutes les possibilités que ça comporte, mais aussi en veillant à poser les garde-fous. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, mais la question de l'accès aux données, hein, le respect, les respects de la protection des données, également le droit à la déconnexion, parce qu'on sait très bien que les enfants, les écrans, c'est sympa et c'est agréable pour apprendre, mais trop d'écran peut nuire aussi à la santé, ça développe des pathologies. Donc tout ça, il faut y faire attention. C'est pour ça qu'il faut aussi accompagner les parents, hein, accompagner la fonction parentale dans l'utilisation du numérique, notamment à la maison. Merci Thierry Falconet. Est-ce que nous avons d'autres questions, Véronique, pour nos intervenants? Mais non, mais en fait, je pense que Thierry a répondu. C'est vrai qu'on a pas mal d'interventions sur le fait que la question du numérique ne se réduise pas que au distanciel. Donc ça, vous en avez bien parlé. Le numérique est aussi une activité qui se pratique ensemble avec l'essentiel, une rencontre entre deux personnes. Voilà. C'est d'insister sur le lien. Le lien, exactement. Cette première édition de Parole à venir touche à sa fin, donc des premiers échanges qui auront été très riches, grâce à vous tous, les intervenants bien sûr, mais aussi les participants, puisque vous avez été très nombreux à vous connecter et soyez-en remerciés. Alors le programme pourra être vu en replay notamment, et donc je vous disais que ça touche à sa fin, mais pas tout à fait, puisque Marc Vuillemot, je me tourne à nouveau vers vous pour un mot de conclusion ou une synthèse sur ces échanges autour de cette première thématique sur le numérique et la continuité pédagogique. Marc Vuillemot. Oui, oh, ça sera juste une réflexion à la fois de satisfaction de voir que les uns et les autres, opérateurs, élus, représentants de l'administration de l'éducation nationale, partageons à peu près le même sentiment, à savoir que cette fracture sociale et économique que l'on connaît dans l'ensemble de nos territoires fragiles, il ne faudrait vraiment pas qu'elle soit accrue par une fracture numérique, alors même que collectivement, les efforts sont accomplis
pour que justement les outils du numérique soient à la disposition à la fois des personnes, des enfants, des ados, des familles, et à la fois des lieux où s'exerce la mise en perspective d'insertion, d'abord l'école, et puis également les autres espaces de formation professionnelle ou les espaces d'animation socio-éducative. Il ne faudrait pas non plus que l'expérience, et je rebondis là un petit peu sur la dernière intervention d'un participant à ce moment, il ne faudrait pas non plus que cette expérience du téléenseignement ou de la téléanimation qu'on va connaître cet été avec les vacances apprenantes, peut-être, devienne la panacée universelle. Le prétexte de confinement et de l'organisation particulière de l'école ne doit pas, à mon sens, préfigurer une évolution du service public de l'éducation qui serait pour partie assurée par les hommes et les femmes, les vraies personnes, en vrai, en physique, comme on dit, en présentiel, c'est comme ça qu'on dit maintenant, pour partie, et pour une autre partie, en distanciel, puisque c'est aussi comme ça qu'on l'exprime, et en particulier pour ceux qui sont les futurs citoyens et qui sont aujourd'hui les enfants et les jeunes qui résident dans nos quartiers populaires. On en a vraiment mesuré les limites, les difficultés. Voilà, je voulais faire part de cette réflexion qui est aussi, je crois, une inquiétude, que j'entends de la part des élus des collectivités, mais que j'entends aussi de la part des enseignants, y compris d'ailleurs dans la perspective de la sécurisation de leur statut, mais que j'entends également dans la part des familles qui elles-mêmes ont mesuré combien il était difficile de suivre, comme ils disent, ce qui se passait. C'est à mon sens un enjeu majeur, essentiel, sur lequel il est vital que la puissance publique se pose le plus vite possible. Sinon, on rajoutera, comme je le disais au début, et les échanges qu'on a eus le confirment, encore plus de difficultés pour faire vivre l'égalité, qui est une des choses qui sont écrites au fronton de nos édifices publics et que la République doit à tous ses enfants. Merci Marc Villemot pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Ville et Banlieue qui était partenaire de ce premier épisode de Parole à venir. Et merci à tous et notamment à Cisco pour le support technique, ainsi qu'à toutes les équipes de Parole d'élus et d'Orange. Merci également à Néo Géotechnologies pour son accueil dans son studio. Et il me reste à vous donner rendez-vous pour une prochaine session autour d'une nouvelle thématique, à savoir la mairie hors les murs et l'e-administration. Ce sera le 18 septembre 2020, en partenariat avec l'APVF, l'Association des petites villes de France. Et à bientôt donc pour d'autres paroles à venir. Merci.